cette discussion sur l'inflation et les marchés avec Michael Nizar à mes côtés en plateau, je le rappelle, le directeur des investissements multi-actifs d'Edmond Rothschild Asset Management. Bonjour Michael. Bonjour Grégoire. Très intéressant parce que vous m'avez incité à prendre le sujet de l'inflation sous l'angle psychologique. Et on voit bien la discussion qu'on a eue avec Samy après 30 ans marqués par une désinflation continue, par l'idée qu'on avait tué définitivement l'inflation quelque part dans nos économies développées, 30 ans qu'on déplorait même pour certains une inflation sous-optimale. Tout a changé. Exactement. C'est une bonne entrée en matière parce qu'effectivement, quand on voit le mois de janvier qui est le pire mois sur le marché américain depuis que effectivement le marché américain, il y a une bourse sur les États-Unis. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que moi j'y vois dans cette baisse brutale des marchés américains notamment des biais plutôt comportementaux en fait. Et j'y vois aussi un parallèle entre la période du Covid qu'on a vécu l'année dernière, il y a 2 ans, et puis cette résurgence des tensions inflationnistes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une prise de conscience vraiment retardée dans les 2 cas de ce risque-là. Et en fait, quand on regarde précisément, il y a différents biais comportementaux, mais dont 2. Le premier, c'est le biais d'excès de confiance, avec finalement une surestimation de cette précision qu'on peut avoir sur des données en fait qui n'ont dans l'histoire pas été vues. C'était le cas pour le Covid, c'est le cas pour l'inflation. Donc en fait, on a bien vu en fait que l'erreur aujourd'hui de prévision, elle est massive, elle est générale. Et en fait, il n'y a aucun modèle d'inflation qui a permis de pouvoir préfigurer finalement ce qu'on est en train de voir. Et on l'a bien vu avec les banques centrales qui ont tardé aussi pour reconnaître cette tension assez forte. La volatilité économique, quand on regarde les indices de surprise économique ou les indices de surprise de l'inflation, la volatilité économique a été bien plus importante en 2021 que la volatilité des marchés. Tout à fait. Voilà. C'est ce qui est une situation complètement inverse par rapport, par exemple, à la crise financière de 2008. Là, il y avait une énorme volatilité de marché, mais au final, une volatilité économique moins importante. Et exactement. Et d'ailleurs, dans le futur, on risque d'avoir une volatilité liée aux surprises d'inflation beaucoup plus forte que celle qu'on a eue dans les années passées sur la volatilité liée à la surprise économique. Pour revenir sur les biais comportementaux, et notamment avec le parallèle sur le Covid, il y a un deuxième biais, c'est le biais de modèle mental. On a tendance généralement à relativiser, à regarder dans le passé pour expliquer le présent. Et alors ça a été le cas pour le Covid, on regardait en France notamment le nombre de piqûres qui avaient été achetées de trop par Madame Roselyne Bachelot, et effectivement, ça a amené effectivement à sous-estimer peut-être ce risque. Et donc sur l'inflation, je pense que c'est un peu le même cas, c'est-à-dire qu'on a tendance à regarder les 30 dernières années derrière nous, où en fait on a eu 30 années de grande modération. Ça a commencé justement avec M. Volcker, président de la Fédérale Réserve, qui a effectivement donné un nouvel élan finalement avec une désinflation, voire même des fois des périodes de déflation assez fortes. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que tous les processus de réflation qu'on a connus dans les années passées, notamment avec Trump, son élection en novembre 2016, ça avait duré quelques temps. Aujourd'hui, on a tendance à estimer que finalement, cette inflation, à un moment donné, va rebaisser comme elle l'a fait dans le passé. Et en fait, on est effectivement dans une erreur au niveau du consensus. Alors nous, c'est vrai qu'on a eu tendance à se protéger contre ce risque-là à partir du milieu de l'année dernière, avec des protections liées au point mort inflation, cette inflation anticipée qui a eu tendance à monter. Mais clairement, le sujet, c'est celui-là. Et donc, en termes vu de l'allocataire, on décompose finalement ce problème lié à l'inflation en 2 temps, sur le court terme et sur le moyen terme. Sur le court terme, on a plutôt tendance à expliquer finalement cette inflation avec une grande partie, en tout cas 2/3, liés finalement à des perturbations liées au monde d'après-Covid. Et en fait, quand on explique finalement avec 2 éléments essentiels, on a d'abord, c'est un phénomène macroéconomique, mais qui résulte d'une multiplicité finalement de chocs microéconomiques. On l'a vu avec les tensions sur le marché du travail, on l'a vu avec les perturbations dans les échanges commerciaux, et notamment avec le gel de l'activité dans certains ports, comme Los Angeles. Et puis il y a une deuxième explication, c'est qu'en fait, on a
eu, en tout cas derrière nous, une surconsommation qui a été alimentée par des politiques budgétaires vraiment expansionnistes en fait. Et donc cette demande excédentaire, elle peut aussi expliquer cette inflation qui a été vraiment assez surprenante. On est à 7% sur l'inflation globale aux États-Unis. On est bien au-dessus de ce qu'il y avait comme prévision, notamment la Fédérale Réserve. Et donc pour nous, il nous semble qu'à court terme, on a plutôt devant nous une modération, en tout cas des signes peut-être d'inflexion. En tout cas, c'est notre conviction à la fin du premier trimestre, début du deuxième trimestre. Parce qu'effectivement, on aura un rythme de croissance qui sera plus faible. Quand on voit les consommateurs, à un moment donné, ils prennent acte de ces chiffres d'inflation qui sont forts, ça peut freiner un petit peu la demande. Et puis, on a une Fédérale Réserve qui est vraiment très crédible encore dans son message, et elle veut surtout limiter le risque de désancrage de l'inflation. Et on l'a vu, les inflations anticipées ont tendance à baisser. Ouais. On est passé de 2,8 à 2,4, mais en tout cas, il n'y a pas de dérapage parce qu'elle est là, effectivement, avec un programme de remontée de taux assez important. Ouais. Non, mais ça veut dire quelque part qu'il y a quand même l'idée, au moins à court terme, que cette inflation, une bonne partie de cette inflation reste transitoire. Même si on n'a plus le droit d'utiliser ce mot, il y a une partie cyclique, pandémique de l'inflation qui va naturellement s'effacer au cours de cette année 2022. La question est de savoir que représente cette partie et que représente la partie structurelle, hein, bien sûr. Mais... Exactement. Et au-delà de cette question duale, est-ce transitoire, est-ce permanent, pour nous, en termes d'allocation, ce qui est vraiment important, il y a 3 questions fortes. C'est de savoir si l'inflation aujourd'hui, c'est un phénomène qui est local ou global. On pense aujourd'hui que c'est plutôt global. Deuxièmement, est-ce que la décennie à venir, c'est une décennie qui sera marquée par un super cycle de la hausse des matières premières ? On le voit avec le charbon, toute la verdisation de l'économie, cette transition énergétique qui amène finalement des capacités un petit peu plus contraintes sur les énergies fossiles, et donc ça renchérit finalement le prix du pétrole notamment. Donc est-ce qu'on va vers ce super cycle des matières premières ? Et la troisième question liée à l'inflation, c'est va-t-on avoir une divergence des banques centrales ? On l'a vu l'année dernière avec les banques émergentes, les banques centrales des pays émergents, qui ont remonté assez tôt parce qu'elles avaient une inflation forte, elles devaient adresser ce problème-là. Et cette année, on a une banque centrale américaine qui va agir beaucoup plus tôt que la banque centrale européenne. Donc on a quand même encore cette marque pas d'un découplage, mais en tout cas, il y a une dispersion dans la fonction de réaction finalement des banques centrales. Ouais. Est-ce que, on en discutait avec Samy Char juste avant, est-ce que vous y voyez aussi un peu plus clair sur la manière dont la Fed va traiter cette question de l'inflation en termes de hausse de taux, de resserrement de sa politique monétaire ? Voilà, je ne refais pas l'histoire, mais sachant, on a cette dispersion incroyable, on a encore une fois, qu'on ait pu parler de 50 points de base de hausse de taux pour entamer un cycle de hausse de taux du côté de la Fed, ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Rien que le fait d'avoir eu cette conversation montre bien quand même qu'il y a une crispation, une dispersion très forte au sein du marché sur cette question. Complètement. En fait, c'est une année qui va être extrêmement importante parce qu'en fait, elle est différente des années 2017-2018 où, en fait, on avait mis 2 ans entre la première hausse de taux, décembre 2015, et le début du quantitative tightening, c'est-à-dire la normalisation du bilan de la Fédérale Réserve. En l'espace d'1 an cette année, on risque d'avoir, comme le disait tout à l'heure mon confrère Samy, on risque d'avoir entre 4 et 5 hausses de taux, si bien sûr l'inflation ne dérape pas. Et dans la même année, un démarrage du quantitative tightening qui a pour objectif de normaliser de l'ordre de 2 trillions le bilan de la Fédérale Réserve. Pour mémoire, on est à 9 trillions aujourd'hui sur la base monétaire de la Fédérale Réserve. On avait laissé derrière nous plutôt un bilan qui était de l'ordre de 4,5 trillions en 2015. Et donc, ce qui est vraiment important, c'est la combinaison dans la même année de la partie hausse de taux et quantitative tightening. Alors, si cette normalisation se fait en l'espace de 2 ans ou de 4 ans, c'est pas du tout la même chose, parce que dans le cas d'un temps court de normalisation, vous allez avoir finalement un cap, donc une limite sur les réinvestissements de l'ordre de 100 milliards, et dans l'autre cas, c'est 50 milliards par mois. Donc, ce qui veut dire que selon que la Fédérale Réserve fait court ou long en termes de normalisation, il va y avoir un effet, il peut y avoir en tout cas un effet sur les classes d'actifs. Qu'est-ce qui pourrait amener la Fed à modérer peut-être un petit peu
la normalisation telle qu'elle est signalée, le scénario que vous décrivez, c'est le scénario, j'allais dire, le moins agressif, celui qui exclut l'idée d'un dérapage total de l'inflation qui justifierait peut-être des actions beaucoup plus dures de la part de la Réserve fédérale américaine. Est-ce que ça viendra de l'économie ? Est-ce que, je ne sais pas, les à-coups possibles sur la croissance américaine, à un moment, obligeront la Fed à marquer un peu le pas? Est-ce que ça viendra des marchés? Sachant qu'on a commencé par ça. Le mois de janvier a déjà été un mois d'ajustement brutal, avec des baisses de 10-15% sur des indices actions majeurs. Notre conviction, c'est que le put, c'est-à-dire la protection finalement de la Banque centrale américaine, a baissé. C'est-à-dire qu'il faudra, en tout cas s'il y a un bras de fer marché versus Banque centrale, il ne faut pas attendre une Fédérale Réserve qui commence à capituler dans son programme de normalisation, soit de sa balance sheet, de son bilan, soit au niveau de ses remontées de taux. Il ne faut pas imaginer que 5, 10, 15% peuvent changer son programme en fait. Ce qui peut éventuellement l'amener à réduire un petit peu ses velléités, c'est d'avoir une inflation qui commence à se tasser, ou en tout cas faire un plateau. C'est plutôt notre sentiment. On croit vraiment qu'il y a, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, un scénario assez crédible pour dire que on va avoir non pas un dérapage mais plutôt une inflation qui va s'assagir mais plutôt naturellement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne pourra pas revenir rapidement sur les niveaux qu'on avait laissés en termes d'inflation avant le Covid, parce qu'il y a des phénomènes structurels, notamment la guerre, en tout cas la guerre commerciale, c'est plutôt les tensions sino-américaines qui laissent des traces au niveau justement du protectionnisme. Et donc ça c'est un effet qui va amener peut-être une relocalisation de plus en plus forte. Ça c'est structurel. Et puis il y a la transition énergétique qui fait que les prix des matières premières ne peuvent pas rebaisser fortement. On peut imaginer que le sentiment de marché va être très changeant par rapport à la situation économique qu'on peut décrire, qui reste effectivement incertaine. On voit bien les phénomènes de rotation, de mini-rotation, de micro-rotation très très rapides avec des écarts très très importants. En termes d'allocation, justement, là... comment on construit une allocation résiliente, tout terrain, qui permette justement d'affronter cette période de volatilité, d'incertitude économique? Alors, pour finalement intégrer ce scénario de remontée de taux et de normalisation, en vue de l'allocataire, il nous semble que c'est beaucoup plus facile de maîtriser les effets de remontée de taux sur les classes d'actifs que les effets d'une normalisation du bilan. On l'a vu dans le passé, dès que la Banque centrale commence à toucher à son bilan, la volatilité est beaucoup plus forte. Ce qui veut dire que dans le scénario temporel sur l'année, on n'est pas inquiet immédiatement et sur les grandes classes d'actifs, notamment les classes d'actifs risqués. On pense qu'il faut plutôt être constructif et rester investi sur les marchés actions, continuer à capter des primes de risque sur les marchés du crédit, en tout cas jusqu'au printemps. Parce qu'effectivement, on est dans une phase où on a une bonne maîtrise des effets potentiels de ces hausses de taux sur ces classes d'actifs. Néanmoins, plus on va avancer dans l'année, plus cette question des effets de cette normalisation du bilan sur la volatilité des classes d'actifs, cette question va vraiment se poser. Et donc, c'est là où il va falloir trouver un peu plus de résilience dans la construction de portefeuille. Et donc, même si on reste quand même plutôt constructif parce qu'il y a quand même de la prime de risque sur les marchés actions, néanmoins, il faudra bien choisir géographiquement ces zones. Et donc, la Chine, on en a parlé, Grégoire, il y a quelques mois. À l'époque, nous étions plutôt neutres sur la Chine. Tactiquement, aujourd'hui, depuis le début de l'année, on est passé positif sur la Chine parce qu'effectivement, c'est une zone qui, dans un environnement de hausse de taux réels, c'est la Chine, normalement, qui, dans le passé, en tout cas, s'est plutôt très bien comportée. Et puis là, on a quand même des mesures d'assouplissement et, en plus, finalement, un peu plus de visibilité sur le plan de relance. La Chine qui entre depuis hier dans l'année du tigre. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Mickaël. Mickaël Nizar qui était avec nous en plateau pour cette discussion de marché, directeur des investissements multi-actifs d'Edmond Rothschild Asset Management.